Nous sommes de retour. Je souhaite maintenant, je vous invite à l'ordre, s'il vous plaît. Un peu plus dissipé, vous êtes le dernier groupe que l'on accueille pour notre mandat de consultation cette semaine. Bienvenue. La cerise sur le Sunday, tiens. Alors, bienvenue aux représentants de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Vous avez 10 minutes pour faire votre exposé. À 1 minute de la fin, je vais vous inviter à conclure par un signe de la main. Et je vous invite à tout d'abord vous présenter. Allez-y. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, distingués membres de la Commission. Alors, oui, je fais les présentations sans plus attendre. Simon Gaudreault, directeur principal de la recherche nationale pour la FCEI. Je suis accompagné aujourd'hui de Audrey Azoulay, économiste, qui a, entre autres, rédigé une bonne partie là, du mémoire que l'on a déposé à la Commission, et de Madame Annie Larochelle, présidente de Phil Larochelle Équipement, un membre de la FCEI, qui va nous exposer là, un peu plus tard dans notre présentation la réalité de l'entreprise en matière de pénurie de main-d'œuvre et d'immigration. J'entre tout de suite dans le vif du sujet. Comme vous le savez, la FCEI, c'est le plus grand regroupement de PME au Canada avec 110 000 propriétaires de PME, dont environ 1 sur 5 là, est situé au Québec. Les tout derniers chiffres disponibles sur l'étendue des pénuries de main-d'œuvre confirment que le marché du travail québécois ne dérougit pas. La FCEI a d'ailleurs dévoilé la semaine dernière son plus récent rapport là, des postes à pourvoir que l'on publie trimestriellement. Donc, les chiffres pour le deuxième trimestre de 2019 au Québec, c'est un taux de postes vacants de 3,9 %, un sommet au Canada à égalité avec la Colombie-Britannique. 116 000 postes à pourvoir dans les entreprises depuis au moins 4 mois parce que les employeurs ne sont pas en mesure de trouver les employés recherchés. C'est pratiquement le double d'il y a 3 ans. 50 % des entreprises indiquent qu'une pénurie de main-d'œuvre qualifiée limite leur vente ou l'augmentation de leur production, et 40 % indiquent qu'une pénurie de main-d'œuvre non qualifiée les limite de la même manière. On notera également que les entreprises de moins de 5 employés, donc nos micro-entreprises, sont plus durement touchées par les pénuries de main-d'œuvre. Par exemple, le taux de postes vacants pour ces entreprises-là à l'échelle canadienne, c'est 5,4 %, soit plus du double de celui des entreprises de 100 employés et plus. J'aimerais aussi mentionner que les données montrent clairement que les postes vacants ont un impact sur les salaires. Les entreprises canadiennes ont au moins un poste, avec au moins un poste vacant, prévoient une hausse globale moyenne des salaires de 2,3 % contre 1,5 % pour celles qui n'en ont aucun. Et malgré cet effort-là que les PME consentent déjà là, en matière de bonification des conditions de travail, il semble que le problème, en fait, se situe en grande partie ailleurs. Dans le graphique 2 du mémoire que nous vous avons fait parvenir dans le cadre des présentes consultations, vous verrez qu'en matière de problèmes de recrutement rencontrés par les PME du Québec, le manque de candidats disponibles dans leur région surpasse nettement leurs difficultés à satisfaire les attentes des candidats en matière de conditions de travail, incluant la rémunération. En d'autres mots, peu importe le niveau du taux horaire affiché sur l'offre d'emploi, ou même que ce taux y figure tout court, on reçoit bien souvent peu ou pas de CV. Il n'y a personne pour combler le poste. Donc, n'en déplaise à certains chroniqueurs, nos PME font tout sauf rigoler à l'heure actuelle. De plus, en dépit de la situation actuelle déjà problématique, rien n'indique que la tendance s'essoufflera de manière significative. En effet, même si l'économie devait hypothétiquement ralentir, notre réalité démographique continuera à poser un défi à notre marché du travail et à notre économie dans un futur plus ou moins immédiat. Face à ce défi-là, l'immigration est l'une des solutions évidentes, parmi d'autres aussi soutenues par la FCEI. Les PME du Québec, c'est 99 % des entreprises, la moitié du PIB du secteur privé et de l'emploi au Québec. C'est pourquoi la FCEI, en tant que leur principale représentante, a pris une part active dans les récentes actions et discussions portant sur la pénurie de main-d'œuvre et l'immigration. Elle a émis ses commentaires en décembre dernier sur le plan d'immigration du Québec et en février à l'occasion des consultations sur le projet de loi numéro 9. On a depuis accueilli favorablement la mise en œuvre par le gouvernement de la Grande Corvée, le lancement de la plateforme Arima et le déploiement du nouveau parcours d'accompagnement personnalisé pour les personnes immigrantes. Comme la FCEI a eu l'occasion de le mentionner lors de son passage en commission sur le projet de loi 9 cet hiver, ce dont les employeurs du Québec ont besoin, c'est d'un meilleur arrimage de l'immigration avec les besoins du marché du travail.
À l'heure actuelle, il y a un mauvais casting entre le profil des personnes accueillies au Québec et les postes disponibles dans les entreprises, alors que les postes à combler requièrent très majoritairement des compétences de base ou de niveau technique ou professionnel. Le Québec a plutôt accueilli des personnes beaucoup plus qualifiées. Selon les données de l'ISQ, le taux de surqualification des immigrants est passé de 37 en 2006 à 44 en 2017 et s'est aggravé chez les immigrants ici depuis plus de 5 ans. Il est passé de 33 en 2006 à 42 en 2017. La FCEI insiste donc aujourd'hui sur la priorité qui doit être accordée à la qualité de l'intégration économique des nouveaux arrivants et qui passe indéniablement par l'adéquation de leurs compétences aux véritables besoins du marché du travail. Nous recommandons aussi au gouvernement de modifier la grille de sélection de l'immigration économique pour qu'elle insiste davantage sur des critères qui traduisent les besoins du marché du travail québécois et réduisent la surqualification des candidats admis. Enfin, pour la FCEI, le choix du bon casting passe également par un recours plus dynamique aux travailleurs étrangers temporaires. Je m'arrête ici car nous tenions à faire entendre aujourd'hui en commission le témoignage d'une entreprise membre de la FCEI qui illustre la réalité actuelle du marché du travail au Québec et comment ça se passe pour les PME qui utilisent le système d'immigration. Il nous fera plaisir par la suite de détailler davantage nos perspectives et recommandations lors de la séance de questions et réponses avec la commission. Donc, je cède la parole à Mme Larochelle. Merci, M. Gaudreault, Madame la Présidente, membres de la Commission. Je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer aujourd'hui devant la Commission afin de vous partager une tranche de notre expérience en recrutement international. Pour vous situer, Fil La Rochelle Équipement est une compagnie manufacturière de 3e génération, spécialisée dans la fabrication d'équipements de camions, de déneigement et de semi-remorques d'excavation ultra stables. L'entreprise demeure à ce jour un des premiers fabricants d'équipements de ce genre au Canada et elle siège fièrement depuis ses origines en 1932 sur la 2e avenue à Limoilou. La clientèle que nous desservons depuis nos débuts sont les contracteurs privés, municipalités et gouvernements à travers le Québec, le Canada et les États-Unis. Il y a environ maintenant 4 ans, nous avons identifié une plus grande difficulté à combler nos besoins de main-d'œuvre de production. Une nouvelle réalité s'est installée, combinée aux multiples démarrages des chantiers des vies, qui, chaque fois, venaient puiser profondément dans notre précieux bassin de travailleurs expérimentés. Déjà en 2015, la réalité latente de la pénurie de main-d'œuvre se formalisait et malgré des efforts soutenus et des moyens d'attraction les plus innovateurs, nous n'avons pu combler les postes vacants. Après 3 ans d'efforts et d'épuisement de ressources, l'entreprise s'est donc retrouvée face à un nouveau seuil historique d'employabilité qui compromettait inéluctablement sa survie opérationnelle. De par la situation actuelle, le moteur économique que représentent les entreprises québécoises se retrouve ainsi poussé au bord de l'essoufflement. À titre d'information, pendant 3 ans d'efforts soutenus, nous avons réussi à embaucher 20 travailleurs locaux. 3 ans. Nous n'avons réussi qu'à en retenir 3, les 17 autres n'ayant pas su avoir ou démontrer les qualifications suffisantes. Ça, Madame la Présidente, ça s'appelle se retrouver au fond du baril. Il fut un temps où l'entreprise québécoise souffrait de manque d'entrepreneurs et de releveurs. Nous en sommes maintenant à un manque de travailleurs. Nous sommes donc au bas de la pyramide des besoins de la structure socio-économique. Le recrutement aujourd'hui siège au sommet de l'art de la vente, Madame la Présidente. Il s'agit maintenant d'un long processus d'efforts de recherche en continu, combinant stratégie d'attraction, séduction, qualification et rétention. Nous comptons aujourd'hui des travailleurs étrangers que j'ai moi-même été sélectionnés en Asie et que j'ai qualifiés techniquement. Mais croyez-moi, Madame la Présidente, il a fallu me mettre le couteau entre les dents compte tenu des circonstances que vivait l'entreprise. Plusieurs obstacles et contraintes se sont rapidement dressés au travers du processus. Les délais de Service Canada, probablement l'étape la plus éprouvante de toute notre expérience. Avant de voir arriver notre cohorte de travailleurs, 9 mois se sont écoulés, Madame la Présidente. 9 mois de longs délais, d'incertitude, de décisions contradictoires de la part du Service fédéral, et ce, malgré la conformité rigoureuse de notre dossier. Service Canada œuvre actuellement dans un processus bureaucratique alourdi et détaché de la réalité,
Un processus truffé de conventions inutiles qui est des plus périlleux pour les entreprises québécoises. Service Canada agit avec détachement par rapport à l'urgence de la crise que pose la pénurie de main-d'œuvre au Québec. Il vous reste 1 minute au bloc d'échange. Les entreprises québécoises se font traiter et répondent avec condescendance et se font souvent servir des décisions sans appel. Ces dernières se voient laissées au pilori en attente d'être sacrifiées, non pas par un manque de demande du marché, mais par leur incapacité à maintenir leur opération économique. En ce qui nous concerne, notre entreprise s'était positionnée avec 4 importants contrats municipaux multi-années pour la fourniture d'équipements de camions, représentant plusieurs millions de dollars de revenus. Ma question, pourquoi en est-il autrement pour les autres programmes de recrutement de talents? Je tiens à souligner que l'expérience est tout autre avec le palier provincial. Dans notre cas, les 10 semaines requises au fédéral se sont vues damer le pion pour un délai de seulement 1 semaine pour le volet provincial. C'était très efficace. Il faut revoir... Oui. Excusez-moi, Madame la Présidente. 10 secondes. Oui. L'histoire de Phil Larocher d'équipement est celle d'un acteur... Le ministre vous donne de son temps. Oui. Oui, alors prenez le temps de bien conclure. Le ministre vous donne de son temps. Est-ce que je conclue immédiatement ou je termine? Vous me permettez de terminer? Oui, allez-y. Je vous remercie. C'est le manque d'expérience, Monsieur le ministre. Pardonnez-moi. Tu peux repartir. Ma question, je tiens à souligner que l'expérience est tout autre. Bon, j'en ai parlé. Je pense que le Québec fait des efforts considérables pour porter assistance au niveau du recrutement international, mais subsistent encore quelques incongruités. La liste des métiers qualifiables au traitement simplifié dans le cadre de l'EIMT, actuellement, trop peu de métiers y figurent. Il faudrait élargir la liste le plus rapidement possible avec l'aide des comités sectoriels de la main-d'œuvre, car le plafond d'employabilité de 10 % implique la capacité d'une entreprise à assurer sa croissance à partir d'une base d'embauche sur le plan local, ce qui n'est vraisemblablement plus le cas en ce qui nous concerne. La rareté des compétences ne discrimine plus et se trouve dans un éventail de qualifications tellement plus élargi aujourd'hui. Deuxième point, une apparence d'iniquité au niveau de l'accès à l'aide financière pour le recrutement international. Pour l'instant, seule l'offre de recrutement de Québec International se qualifie pour les entreprises qui en retiennent les services. Autrement, il en va jusqu'à coûter 20 000 $ par travailleur. Il s'agit d'un investissement important pour une entreprise comme la nôtre, comme pourrait l'être une pièce d'équipement importante, mais les créanciers d'une entreprise ne capitalisent pas la valeur de l'investissement dans l'humain comme étant des actifs tangibles. Les besoins en matière de main-d'œuvre de Phil Larocher l'équipement ne cadraient malheureusement pas avec l'offre actuelle de Québec International, ce qui n'a fait qu'augmenter le fardeau de risque du projet. Est-ce qu'on approche de la fin de votre exposé? Je termine, Madame. Fantastique. Le programme d'apprentissage en milieu de travail pourrait être également revisé afin de reconnaître l'éligibilité des travailleurs étrangers temporaires et ainsi appuyer la démarche pour en faire de meilleurs candidats à l'immigration et de futurs contribuables québécois. Comme dernier point, j'aimerais vous signifier mon appui à l'idée de retirer l'imposition au niveau des heures supplémentaires payées aux travailleurs. La France est un bon exemple que cette initiative peut grandement contribuer à pallier au problème de manque de main-d'œuvre. L'histoire de Phil Larocher l'équipement est celle d'un acteur important au niveau socio-économique pour la Ville de Québec et à l'échelle canadienne. Pour terminer, je salue l'intérêt de la Commission qui se penche sur les solutions pour permettre au Québec de traverser la crise de main-d'œuvre actuelle et j'espère que ma présence aujourd'hui pourra servir à enrichir votre réflexion à ce sujet. Je vous remercie sincèrement. Merci, Monsieur le ministre. Alors, Monsieur le ministre, la parole est à vous et il vous reste 13 minutes 30. Parfait. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Gaudreault, Madame Larochelle, Madame Azoulay, bonjour. Merci pour votre présentation. Et puis, Madame Larochelle, merci d'être présente aujourd'hui parce que je pense que c'est une excellente illustration de la réalité que les entrepreneurs comme vous vivez, notamment au programme des travailleurs étrangers temporaires. Ça fait plusieurs mois que je le dis, qu'on demande au gouvernement fédéral d'avoir des assouplissements et c'est une démonstration claire que vous venez de faire de pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'avoir un assouplissement et surtout sur la durée des délais aussi, notamment sur l'étude d'impact du marché du travail dans certaines circonstances. Il est tout à fait nécessaire d'être plus efficace. Et là, de votre propos, ce que je constate, c'est qu'au niveau du gouvernement fédéral, bien, ça a pris des mois et vous avez eu toutes sortes de difficultés aussi. Alors, il faut comprendre que le marché du travail québécois, il est particulier au Québec et on a tous les outils au Québec pour faire en sorte
de pouvoir gérer ce programme-là uniquement au Québec. J'ai bien pris note également des ressources pour les entreprises au niveau du recrutement, le coût par personne recrutée. Également, l'importance de la flexibilité aussi que vous souhaitez avoir. Alors, c'est bien noté, puis je vous remercie pour ce témoignage-là. Bon, globalement, là, au niveau de l'ensemble des entreprises, on a un défi, avec le travail étranger temporaire. En ce qui concerne la régionalisation, vous avez des entreprises dans la région de Montréal, vous avez des membres qui sont dans les autres régions. On souhaite aller de l'avant avec une plus grande régionalisation, mais comment faire pour ne pas y aller au détriment, supposons, de la région de Montréal métropolitain? Avez-vous des pistes de solutions? Disons que merci, Monsieur le ministre, pour votre question. Vous avez raison là, de vouloir parler de régionalisation de l'immigration. C'est certainement un aspect important qui, à notre avis, peut contribuer à favoriser, disons, une meilleure intégration et de ce fait-là, une meilleure réussite du parcours d'immigration pour plusieurs candidats. C'est un fait que 85% environ de notre immigration va plutôt se destiner à la grande région de Montréal, alors qu'on sait que ça représente un peu moins de la moitié de la population du Québec. Donc, il y a des défis de ce côté-là et très certainement qu'en favorisant une meilleure régionalisation, en distribuant un peu mieux les candidats sur tout le territoire du Québec, on viendrait à ce moment-là rapidement satisfaire aux besoins de davantage d'entreprises qui sont à la recherche finalement de la perle rare. On espère en tout cas qu'on a réussi à illustrer aujourd'hui qu'il y a définitivement un très sérieux enjeu de main-d'œuvre à l'échelle du Québec. Une façon de faire cette régionalisation-là, à notre avis, qui peut être examinée, c'est dans la grille de sélection des immigrants de la catégorie économique, la grille de sélection du Québec. Présentement, on est d'avis que c'est une grille qui favorise une certaine surqualification chez nos candidats à l'immigration et donc qui accorde beaucoup de points, par exemple, au niveau de la scolarité. Est-ce qu'on ne peut pas regarder, si jamais on décidait de moins mettre l'accent là-dessus, l'intégration dans la grille de facteurs pour régionaliser l'immigration? Ça peut être une avenue de solution là, du point de vue de la FCEI. Il y a d'autres mesures qui peuvent être mises en place par le gouvernement. Vous avez annoncé, Monsieur le ministre, très récemment des mesures d'intégration des immigrants, rapidement les contacter, que ce soit même en amont dans le parcours, dans la démarche d'immigration, mais aussi rapidement lorsqu'ils arrivent au Québec, leur présenter les différentes opportunités dans les parcours d'immigration, incluant celles qui seraient à l'extérieur de la région de Montréal. Ça peut être aussi une façon de favoriser l'établissement de davantage d'immigrants en région. Vous savez, sachant que l'on était en commission cette semaine, j'ai saisi l'opportunité d'engager des conversations étant à Montréal avec différents immigrants et un des immigrants à qui j'ai posé la question cette semaine, si vous aviez une suggestion à faire au ministre et aux distingués membres de la commission en matière d'amélioration de l'immigration, laquelle serait-elle? Alors, on parle d'un immigrant qui est à Montréal, qui conduit évidemment un taxi, c'est le classique, mais qui a déjà entamé son parcours il y a de très nombreuses années et je lui ai demandé qu'est-ce que vous auriez aimé avoir dans votre démarche d'immigration que vous n'avez pas eu et il m'a répondu davantage d'opportunités de m'établir en région. Donc, c'était spontané de sa part. Alors, je pense qu'il y a du travail à faire de ce côté-là et ça peut se faire, comme je viens de le souligner, davantage, autant du côté de la grille, du pointage que dans le soutien à l'intégration chez nos immigrants de la part du gouvernement. Merci. Je vais céder la parole, Mme la Présidente. Juste une spécification sur la grille. Avec ARIMA, on va sélectionner en fonction des invitations qu'on va faire. Donc, principalement en fonction des besoins du marché du travail. Donc, j'entends votre message relativement à la grille, mais prioritairement, actuellement, supposons au niveau du pointage, au niveau du nombre d'années d'études, avec les invitations que nous faisons, puisque nous les faisons en fonction des différents besoins, cette présence-là, cette pondération associée au nombre d'années d'études est, comment je pourrais dire, moins importante parce que c'est un processus en 2 étapes maintenant. Mais je vais céder la parole, Mme la Présidente. Je vais seulement la reprendre à la fin, à 3 minutes de la fin environ. À 3 minutes de la fin.
Alors, je reconnais la députée de Soulanges. Vous avez 7 minutes 30, donc vous avez 4 minutes. C'est bon, merci. Allez-y. Merci beaucoup. Merci pour votre témoignage aussi, Mme La Rochelle. J'avais une question par rapport à la francisation. Vous dites que c'est un peu complexe pour peut-être libérer les employés pour la formation. Pouvez-vous élaborer pour peut-être nous donner des suggestions pour la francisation en milieu de travail et le rôle que pourraient jouer les employeurs? Bien, je vous dirais que oui, votre question est pertinente dans le sens où ça nous permet de rappeler la réalité de nos entreprises au Québec. Je l'ai mentionné brièvement, 99% de nos entreprises au Québec sont des PME. Mais lorsqu'on regarde plus en détail, on voit que les 3/4 de nos entreprises ont moins de 10 employés au Québec. Même si on descend encore, la moitié ont moins de 5 employés. Donc, notre économie et nos milieux de travail sont essentiellement des milieux de travail de micro-entreprises. La flexibilité dans ce contexte-là et les moyens sont peut-être plus limités que dans l'image des fois qu'on se fait d'une grande entreprise où il y aurait possibilité de libérer, par exemple, un employé pour aller faire un cours de francisation lors des heures de travail. Des fois, c'est juste pas possible. Et aussi, du côté des employeurs, ce qu'il est possible de faire lorsqu'on a une très petite opération là, avec du soutien pas juste au niveau de la libération des heures pour suivre des cours de francisation, mais aussi d'autres mesures qui pourraient être mises en place. La capacité, autrement dit, est un peu plus limitée. Donc, c'est simplement cette réalité-là que l'on voulait porter à l'attention des membres de la Commission et du gouvernement lorsque on fait, si vous voulez, le design de nos programmes de francisation. Il faut se rappeler ça. C'est ce qui ne veut pas dire que nos employeurs au Québec n'ont pas la grande volonté de réussir le parcours d'intégration de leurs candidats, de leurs employés immigrants. Bien au contraire, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, là, la situation pose un grand défi à l'heure actuelle, donc on veut les retenir. On va faire les efforts nécessaires, mais à l'intérieur, si vous voulez, des moyens et de la réalité là, de l'entreprise. Bloc d'échange. OK. J'ai peut-être une dernière question aussi. Pour la main-d'œuvre immigrante temporaire, est-ce que vous savez si les membres ont fait des démarches pour que les travailleurs étrangers puissent en fait avoir leur résidence permanente? Est-ce que vous êtes au courant si ça s'est déjà fait? Avez-vous des expériences à nous raconter sur ceux qui étaient temporaires et qui veulent devenir permanents? Bien, ce que j'entends à l'heure actuelle, moi, j'ai d'en accueillir 10, tout frais de juin. Et déjà, ils me demandent de connaître les frais, justement, pour déposer une application pour aller chercher leur résidence permanente. Donc, les 10 que j'ai été chercher, sélectionnés, j'étais dans la crème. Ils sont hautement motivés à demeurer des contribuables québécois. Ils ne sont pas ici à titre opportuniste ou quoi que ce soit. Notamment, avant qu'ils quittent le pays là-bas, je leur ai payé un cours de francisation. Et ils arrivent ici, dès la première semaine, moi, je suis de l'école qui pense qu'avant que le confort s'installe trop, il faut encore profiter de la turbulence. Donc, je les ai tout de suite inscrits. Ils font 12 heures de français par semaine. Donc, je les libère le vendredi après-midi et également 4 heures tous les samedis entre juillet et décembre. Ils auront fait 3 niveaux de français à ce moment-là. Je travaille avec une équipe formidable du Centre Rire sur la rue de la Couronne, ici à Québec. L'équipe de M. Songa, ils sont merveilleux. Ils ont une qualité d'enseignement et d'intervenants absolument inestimable. Alors, c'est pas si pire. Ça conclut pour pouvoir permettre au ministre de reprendre la parole. Monsieur le ministre. Oui, écoutez, je vous remercie grandement pour votre passage en commission parlementaire. Je vais simplement profiter des dernières minutes qui nous restent du temps de parole pour remercier l'ensemble des membres de la commission, puis de souligner le fait que je crois que les travaux ont été constructifs et riches en échanges. Je tiens à remercier les organisations et les acteurs de la société québécoise qui se sont exprimés devant cette commission et qui ont contribué à la réflexion. La présence de ceux-ci démontre l'intérêt et l'importance du débat que nous avons eu sur l'immigration, sur les seuils rattachés à l'immigration. Les différentes présentations ont permis de faire ressortir plusieurs consensus. Tout d'abord, la nécessité d'améliorer notre système d'immigration
qui a parfois été négligée au cours des 15 dernières années. Je souligne également l'importance de l'action du Québec en matière de francisation et d'intégration des personnes immigrantes, ainsi qu'un meilleur accompagnement tout au long du processus, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière. Un autre consensus qui s'est dégagé est la nécessité pour le ministère de l'Immigration et ses partenaires de faire mieux, notamment en regard de l'accompagnement des employeurs. Et ça, nous y travaillons et nous allons agir dans ce domaine-là. Je retiens aussi l'urgence d'agir afin de répondre aux besoins de main-d'œuvre du Québec. Les échanges ont été constructifs. Le gouvernement analysera sérieusement l'ensemble des propositions et nous continuerons à travailler sans relâche pour moderniser notre système d'immigration. Nous aurons l'occasion d'ici le 1er novembre de vous présenter le fruit de ces réflexions. En terminant, Madame la Présidente, vous me permettrez de souligner le travail exceptionnel des employés du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion qui ont travaillé sans relâche sur cette consultation et ce depuis plusieurs mois. Donc, dans un premier temps, Madame la Présidente, j'aimerais remercier en particulier M. Jacques Leroux, sous-ministre adjoint, qui m'a accompagné tout au long de cette commission. Madame Anne-Marie Fadel, directrice générale de la recherche de la planification par intérim. Madame Marie-France Martin, directrice de la planification de l'immigration. M. Louis Bélanger, directeur général des opérations d'immigration. Matteo Miriello, avocat à la direction des affaires juridiques. M. Sébastien Bernard, conseiller et adjoint à la direction de la planification de l'immigration. Madame Annie Beauchemin, conseillère stratégique au secrétariat général. J'aimerais remercier également tous les employés du ministère qui ont contribué durant le processus. Également, mes collègues députés de la partie gouvernementale qui nous ont accompagnés durant ces 4 jours. Un grand merci à vous tous. Et les collègues des oppositions qui ont contribué à cette commission. Tout en vous remerciant, Madame la Présidente, d'avoir présidé, Monsieur et Madame la secrétaire, l'ensemble du personnel de l'Assemblée aussi qui nous accompagne tout au long des travaux. Alors, merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le ministre. Alors, ça conclut le dernier bloc d'échange du Parti formant le gouvernement. J'invite maintenant, pour le dernier bloc d'échange du Parti formant l'opposition officielle, à échanger avec vous. Monsieur le député Denis Ligand, vous prenez la parole. Merci, Madame la Présidente. Je seconde le ministre par rapport au remerciement à tout le personnel, les gens du ministère, les collègues qui ont contribué et aussi les différents groupes et vous aussi pour d'avoir présidé les travaux. Merci. Monsieur Gaudreau, Madame Larochelle, Madame Azoulay, bienvenue. Merci pour votre présence et pour l'excellent rapport. Première question, je l'adresse à vous, Madame Larochelle. Merci pour votre témoignage. Je pense que votre présence donne, et le choix est très bien fait par la FCU, c'est tout à votre honneur de ramener un cas réel. Parce que parfois, les gens, ils ont tendance à dire, écoutez, on exagère la pénurie. Les 116 000 postes que vous avez déclarés pour le 4e trimestre d'affilée, c'est exagéré. 1 million de postes pour les 10 prochaines années, c'est exagéré. Mais il y a beaucoup de choses que, malheureusement, c'est des mythes qui circulent. Le fait d'avoir une femme d'affaires présente avec nous aujourd'hui, ça nous enlève un peu de la poussière et pour voir avec d'autres lunettes. Ma première question s'adresse à vous, Madame La Rochelle. Vous répondez quoi à quelqu'un qui vous dit « Il faut rendre les postes vacants plus attrayants pour les Québécois si vous voulez absorber la pénurie de main-d'œuvre ». Nous avons usé de toutes les stratégies. Donc, vous avez aussi rendu les postes attrayants pour les Québécois et ça n'a pas marché. Le 3 ans que je mentionnais dans mon allocution un peu plus tôt représente la quantité d'efforts. Ça représente quand même 36 mois là, où est-ce qu'on a intensifié, on a augmenté, on a varié, on a usé de moyens incroyables, du référencement. 1 000 si tu restes 6 mois, 1 000 si tu me réfères quelqu'un. Il n'y a rien qu'on n'a pas mis sur la table. Et ça, c'était toutes des sommes que je ne disposais pas, bien entendu, au niveau de mon modèle économique. Mais avec les résultats qu'en 3 ans, j'ai réussi à engager 20 personnes pour les postes que j'avais à offrir, je n'en ai gardé que 3. Okay. Malgré tout ça. Et je tiens à vous mentionner que les conditions de travail qu'on offre sont absolument incroyables. Les gens terminent à 3h30 du lundi au jeudi, de 7h moins quart, terminent à 12h30 tous les vendredis. Moi-même, je n'ai jamais pensé avoir une telle qualité de vie là, à titre de dirigeant d'entreprise. C'est tout autre. Je vous comprends. Et pour moi, c'est une réalité que je savais avant de venir en politique. J'ai eu l'occasion de parcourir le Québec. J'étais très proche de plusieurs entrepreneurs. Et moi, ça me révolte quand on entend ou que j'entends le premier ministre. En fait, ce que je viens de vous citer, c'est le premier ministre du Québec qui l'a dit hier. C'est que pour moi, ça me révolte de voir que les entrepreneurs au Québec ne font rien pour rendre les postes attrayants et la solution, c'est aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur. Donc, c'est pour cela que je vous ai posé la question. Une autre question, c'est par rapport au salaire.
J'ai bien répondu à votre question? Ah, moi, ça a été très clair. Oui, d'accord. Parce que je sais que c'est pas vrai que les entrepreneurs québécois ne rentrent pas les postes attrayants au Québec. Moi, là, je suis outré que j'entends que la seule solution que le premier ministre avait à dire hier, c'est rendre les postes vacants plus attrayants pour les Québécois. C'est pas la réalité des entrepreneurs. C'est pas vrai. Vous dire que nous sommes une société qui est conventionnée. Nous avons un système de relations de travail. Et donc, malgré tout, je suis obligée d'aller au-delà des barèmes, des prérequis d'embauche. J'ai mis des programmes internes. Je recrute qui que ce soit qui a un pouls et qui respire. Ouais. Et par la suite, s'il peut apprendre, ben, je lui enseigne. Puis je le forme, puis j'essaie de faire quelque chose avec. Ouais. Et moi, je suis au fond, là. Et vous les francisez même avant qu'ils arrivent ici sur vous, oui, de vos revenus. Oui. Ouais. Parce que pour moi, la francisation, c'est le gage de la réussite d'une intégration. Ouais. Et c'est le gage que ces gens-là vont devenir de vrais contribuables. C'est ce qu'on veut en bout de ligne. Ouais. On ne veut pas qu'ils quittent. Ouais. Madame La Rochelle, j'ose même pas vous poser une autre question. Excusez-moi. Ouais. Parce que quand j'entends que les gens à 12 $, à 15 $, ils vont avoir de la difficulté, vous avez de la difficulté, et j'en suis sûr et certain, et corrigez-moi si je me trompe. Je ne pense pas que vos salaires, c'est du 12 $ ou du 15 $. Non, monsieur, ça commence à 19. Oui, c'est ça. Ça, c'est des postes d'entrée, Madame La Rochelle? Oui. Ça peut aller jusqu'à combien? 25. 25 $. Merci de nous préciser cette réalité, parce que j'en suis sûr et certain, et là, M. Gaudreault peut aussi intervenir. L'exemple que vous avez ramené aujourd'hui de l'entreprise de Mme La Rochelle représente un portrait généralisé. Est-ce qu'on peut dire qu'on généralise, on peut faire une extension du portrait de Mme La Rochelle aux membres de la commission aujourd'hui? Disons que la dernière fois où on a mesuré, par exemple, le taux de salaire horaire moyen dans les PME du Québec, c'est quand même assez récent, il y a 12 mois ou moins, on était à 19 $ de l'heure. Ouais. Donc, on se rappelle que les PME ont des moyens qui sont assez limités, comme je le soulignais tout à l'heure. Mais cela étant dit, ce chiffre-là illustre une diversité de postes dans une diversité d'industries. Alors, c'est clair qu'il va toujours y avoir, et les PME sont une pépinière pour ça, des postes d'entrée de niveau, où on fait notre entrée sur le marché du travail. Et il y a à l'autre bout du spectre une série de postes, incluant dans les PME, avec des qualifications relativement élevées qui vont payer un taux de salaire horaire plus élevé. Et il est vrai que, et la FCI appuie cela d'ailleurs, et il s'agit, à notre avis, d'une des solutions au défi de la main-d'œuvre. Il est vrai qu'il faut augmenter la productivité de nos entreprises et ça peut passer par de l'automatisation qui va nous permettre d'améliorer le niveau de vie et aussi de surmonter une partie du défi de la pénurie de main-d'œuvre. Mais cela étant, il va toujours demeurer une diversité de postes dans notre économie, de l'entrée sur le marché du travail jusqu'à des postes d'une spécialisation plus élevée. Le défi, évidemment, pour notre économie est de s'assurer que les employeurs, avec leur diversité de modèles économiques, sont bien supportés et peuvent continuer à développer leur entreprise à l'intérieur de la réalité actuelle. Ouais. Merci, M. Gaudreault. Je vais revenir, si vous le permettez, à Mme La Rochelle. Écoutez, je sais que vous ne faites pas de la politique. Nous, on le fait. On est dans un processus de consultation pour une nouvelle politique qui va commencer. Si l'échéancier est respecté au mois de novembre, on va voir pour les 2 prochaines années une nouvelle politique d'immigration. Dans un monde idéal. Hein? Et je la salue. Oui. Dans un monde idéal, qu'aimeriez-vous que le gouvernement fait pour vous accompagner, pour vous aider à surmonter les obstacles de la pénurie de main-d'œuvre? Nous en donner les moyens financiers, parce que dans notre cas, étant donné qu'on ne pouvait pas travailler avec le principal agent qui appuie l'initiative d'immigration au Québec, qui est Québec international, c'est de nous donner des moyens de se qualifier pour avoir un appui financier. Chez nous, ça a représenté un investissement de plusieurs
Combien d'employés vous avez au sein de votre entreprise, Madame La Rochelle? Nous avons au siège social 50 employés. Nous avons dans le groupe familial également une autre entreprise qui compte une quinzaine d'employés. La perspective, en fonction du développement que nous avons et du positionnement privilégié de par la renommée dont jouit notre entreprise, me permet d'anticiper qu'à l'intérieur de 2 ans, je pourrais doubler mon chiffre d'affaires si j'avais la main-d'œuvre. Okay. Ce qui n'est pas peu dire. Donc, vous pouvez doubler votre chiffre d'affaires si on vous J'ai donne la main-d'œuvre nécessaire. J'ai d'ailleurs planifié retourner en mission. Okay. Pour aller chercher d'autres employés. Je vais aller ouvrir un autre quart de travail. Donc, quand on dit que la pénurie de main-d'œuvre freine vraiment la croissance économique, freine la croissance des salaires, parce que vous avez des salaires quand même au-delà de la moyenne, ce n'est pas un mythe, c'est un fait. Vous, ça vous limite la pénurie de main-d'œuvre dans votre croissance. En fait, la pénurie de main-d'œuvre affecte justement la croissance, la croissance, ça va de soi, mais elle attaque le maintien des activités économiques et elle crée à la limite une pression négative sur les organisations parce que, écoutez, les gens qui sont à bord de ces entreprises-là, qui voient que ça ne va pas, qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont envie de faire? Bien, ils ont envie de sauter en dehors du bateau. Donc, ça va créer même un phénomène d'attrition de l'entreprise parce qu'ils ont peur pour leur emploi. Ils voient très bien que le modèle n'est plus soutenable. Donc, on a d'autres choix que de faire quelque chose. Et ce qui m'inquiète, c'est que le gouvernement n'adresse pas la situation basée sur les besoins des entreprises. Je crains que l'arrivée de l'intelligence artificielle sera mal introduite et supplantera définitivement l'apport humain dans les entreprises. Parce la nature déteste le vide. On s'entend? Alors, je crains ça également. Madame La Rochelle, je partage vos inquiétudes et je peux vous assurer que ma formation politique va mener ce combat parce qu'on le dit, qu'on ne veut pas être et que le gouvernement devient un gouvernement anti-économique parce que des mesures pareilles ne vous aident pas à aller chercher la croissance nécessaire. Et je termine en vous disant, prenez soin de vous, parce qu'on a besoin de femmes comme vous en affaires. Merci, Madame La Rochelle. Merci, monsieur. Merci. Ça conclut le bloc d'échange avec le groupe formant l'opposition officielle. Nous sommes rendus au deuxième groupe d'opposition. Monsieur le député de Laurier-Dorion, c'est votre dernier bloc d'échange du mandat. Allez-y. Merci. Mesdames, messieurs, merci d'être ici. Écoutez, je voudrais vous connaître votre position sur la question de la francisation. Vous mettez l'emphase sur cette question-là qui est importante quand même, surtout au Québec. Est-ce que vous seriez d'accord avec la francisation en entreprise? Bien, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, Monsieur le député, il est clair que d'avoir le fait français lors du parcours ou de la démarche d'immigration permet évidemment de favoriser l'intégration des candidats ou des immigrants dans leur milieu de travail, dans leur communauté. Maintenant, la question est de savoir est-ce que, par rapport à la réalité de ces petites entreprises-là, est-ce qu'on a les moyens de francisation qui sont adaptés à leur réalité? Donc, il faut avoir, si vous voulez, en tête à la fois l'objectif qui est de s'assurer d'une intégration harmonieuse, qu'on francise nos immigrants qui vont, par exemple, travailler dans les différentes régions du Québec et à la fois respecter la capacité, la flexibilité, par exemple, que peuvent offrir les plus petites entreprises et les moyens dont elles disposent. Donc, il y a cet équilibre-là que l'on doit atteindre dans les parcours de francisation. Mais cela étant dit, une des meilleures façons aussi de franciser nos immigrants, c'est bien sûr de les intégrer dans un emploi au sein d'une entreprise qui est souvent, chez nos membres, là, les PME, une grande famille, et ensuite dans une communauté. Alors ça, c'est un facteur de succès pour l'intégration réussie des immigrants et donc souvent leur francisation. Merci. Écoutez, à la page 4, vous nous présentez un tableau problème de recrutement rencontré par les PME du Québec. Là. Alors qu'on parle beaucoup de surqualification des immigrants, je vois dans votre graphique là, que la question des les candidats sont surqualifiés par rapport aux besoins de mon entreprise. C'est à l'avant-dernière place. Là. Oui. Expliquez-moi, il me semble qu'il y a une... Il faut faire attention lorsqu'on interprète ces résultats-là. Alors, lorsqu'on pense à la qualification
planification. Hein. Quand on est un chef d'entreprise, on pense aux liens par rapport aux besoins de mon entreprise. Alors, est-ce que parmi les candidats qu'ils ont vus, est-ce qu'ils en ont vu tant que ça qui ne peuvent pas répondre aux besoins de l'entreprise? Peut-être que c'est à ce point de vue-là qu'on a un 8 % Souvent, ce qu'on va voir comme employeur, bon, ce sont des candidats qui se présentent avec un certain besoin, qui vont présenter si vous voulez, leur candidature de la meilleure manière possible. Et en terminant. Oui. Alors, parfois, on n'arrive pas à répondre aux besoins, mais je vous dirais qu'il faut nuancer un peu lorsqu'on parle de surqualification ou de sous-qualification du point de vue de l'employeur. Très bien. Je vous remercie. Nous sommes rendus au dernier bloc d'échange avec le troisième groupe formant l'opposition. Madame la députée de Gaspé, la parole est à vous. Allez-y. Merci. D'abord, j'aimerais vous remercier d'être présent puis de clore la consultation avec cette formule-là qui a été vraiment enrichissante. C'est toujours un plaisir d'entendre des cas réels puis de voir qu'on travaille pour essayer de régler ces situations-là qui sont très problématiques. Donc, merci. J'aimerais poser une question, si vous me permettez, Madame La Rochelle. J'aimerais savoir, quand vous dites que vous avez eu des décisions contradictoires au fédéral, tout ça, ça a été des longs délais. Est-ce que vous avez dû passer par votre député fédéral pour tenter de régler la situation? Avez-vous eu des conversations avec vos députés? Alors, j'ai eu la chance d'être excessivement bien conseillée. J'avais un excellent avocat en immigration avec une fiche recommandée du plus haut niveau de par son expérience avec Service Canada. Et c'est la première chose qu'il m'a dit d'éviter. Ne tourne pas ton dossier en politique. Okay. Parce que ça irrite le processus et tu vas faire fermer ton dossier. Merci. Donc, c'est certainement pas une porte qu'on me recommande. Bon, parce que c'est ça, à titre de députée, je reçois des cas comme ça, des dossiers, puis on tente de travailler avec le palier fédéral, avec la députée au point de vue fédéral, et je vous dirais qu'effectivement, ça donne jamais quelque chose de concluant. Donc, j'aimerais savoir, la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, je m'adresse à vous, est-ce que vous êtes en faveur à ce que le gouvernement du Québec aille chercher le maximum de pouvoir au niveau fédéral? Bien, disons que notre vision est plus au niveau présentement de l'administration et du côté opérationnel du système. Alors là, ce qu'on voit et ce qu'on travaille avec mes collègues de notre bureau à Ottawa, hein, qui sont les partenaires principaux là, à la FCEI du gouvernement fédéral, on essaie d'introduire plus d'efficience dans le système. Je pense que ce qu'on a essayé d'illustrer aujourd'hui par le cas de Mme La Rochelle et ce qu'on essaie de travailler avec le gouvernement fédéral, le ministre en a parlé tout à l'heure, c'est un besoin qui est un peu plus d'efficacité dans le système. Alors, je pense qu'au final, ce qui compte pour les entrepreneurs, indépendamment, je vous dirais, peut-être de la juridiction, c'est à la fin de la journée, est-ce qu'on est arrivé à recruter nos candidats dans un temps raisonnable? Et vous savez qu'en affaires, le temps, c'est de l'argent. Donc, c'est le principal besoin présentement à l'heure actuelle d'accélérer les processus. Merci. Pour conclure, je trouve que votre recommandation 2 dans votre document fait un bon résumé, là, puis peut-être j'aimerais le souligner puis le rappeler au gouvernement, au ministre qui est là. Je trouverais ça bien de le lire. Donc, la FCEI recommande au gouvernement de publier l'agenda prévu pour la mise en place efficace de nouveaux dispositifs de sélection, d'accueil et d'accompagnement des immigrants et de prévoir au plus vite les collaborations qui permettront de supporter ces dispositifs. Donc, je pense qu'avec tous les groupes qu'on a entendus, là, c'est une demande que je me permets de faire, de réitérer aussi au gouvernement de connaître l'agenda qui va suivre dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est très bien. Je remercie M. Gaudreault, Mme Azoulay et Mme La Rochelle pour votre contribution aux travaux de la commission. Je remercie moi aussi tous les membres de la commission pour cette belle semaine de travail. Je pense que ça a été éclairant. Je vous félicite pour votre professionnalisme. Et nous nous retrouvons, ça ajourne, ça termine le mandat qu'on avait cette semaine, et nous nous retrouvons pour un autre mandat le 17 septembre à 10 heures. Bonne continuation d'été. Merci à tout le monde.